Ici, vous voyez la mine de Chuquicamata au Chili, qui est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert de terre, 3 km de diamètre, 1 km de profond. Elle est visible depuis l'espace. On va essayer de chercher un camion là-dedans. Donc le camion, il y en a un ici par exemple. On zoome. Et en fait, quand on le met à l'échelle humaine, il fait cette taille-là. C'est des machines qui sont tellement énormes qu'il y a des ingénieurs qui travaillent à des nouveaux revêtements dans les chemins sur ces mines pour économiser les pneus, parce que un seul des pneus de ces machines, ça coûte 50 000 euros. Voilà, tellement c'est colossal. Maintenant, j'ai pas réussi à trouver quelle a été la quantité de cuivre extraite dans cette mine depuis son ouverture. Ces données qui sont pas publiques parce que voilà, c'est des grosses industries qui se font beaucoup d'argent. Et donc, il y a certaines mines où on sait. C'est le cas de la mine de Palabora en Afrique du Sud, où il y a un photographe qui s'appelle Dylan Marsh qui essaye de faire des montages où il met en perspective la quantité de métal qui a été extraite en tout dans une mine. Donc ici, on voit une petite boule de cuivre par rapport au gouffre de la mine. Dans cette mine, il y a 4 millions de tonnes de cuivre qui ont été extraites. Maintenant, ce petit point s'est mis en perspective avec l'ensemble de la surface artificialisée qu'il a fallu pour cette mine. Il se trouve que ça fait la surface de Grenoble, à peu près, pour 4 millions de tonnes. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'était, dans un scénario de transition, 80 millions de tonnes de cuivre par an en 2050. Et donc, ça veut dire, juste pour le cuivre, 20 fois la taille de Grenoble en mine chaque année. Alors, bien sûr, ça c'est si c'est de la production primaire. On aura du recyclage, et donc on pourra en faire moins. Mais toujours est-il que le recyclage, ça marche bien en régime établi. Si on est dans une période où on a une très forte croissance, on devra de fait avoir beaucoup de mines. Voilà. Et encore une fois, que pour le cuivre. Tout ça, c'est associé à de nombreux impacts, notamment les boues de résidus miniers. C'est-à-dire que pour transformer le minerai en métal, on utilise énormément d'eau qui, à la fin, se retrouve avec des métaux lourds et une grande pollution. Ici, vous voyez mis en perspective l'ensemble de ces boues par rapport à Manhattan. Donc ça, c'est les boues qui sont actuellement stockées sur Terre. Donc ça fait un cube de 6 km de côté, 217 km3, 280 milliards de tonnes. Et chaque année, on rajoute 12 km3 stockés quelque part sur Terre de boues minières. Si on met en perspective par rapport aux 7,7 milliards qu'on est sur Terre, ça fait une piscine de cette taille-là, 30 mètres cubes, qui est stockée pour chacun de nous par rapport aux métaux qu'il a fallu produire. Et que chaque année, on rajoute 2 mètres cubes. Et ça, c'est bien sûr pour un habitant de la planète moyen, un Français qui est bien plus riche qu'un habitant moyen, ce sera bien plus que ça. Ces impacts, ils ont lieu globalement dans les pays du Sud, où il y a eu très peu de législation, où les déchets sont très peu traités, etc. Et donc il y a régulièrement des accidents. Voilà. Donc c'est un barrage au Brésil qui s'appelle Brumadinho, qui était un endroit où on stockait les boues d'une mine de fer et qui a rompu en 2019 et qui a laissé s'échapper 12 millions de mètres cubes de boues toxiques dans l'environnement. Je vous passe le nombre de morts qui ont été associés à ça pour pas faire trop dans l'effondrisme, mais voilà, les dégâts de ces métaux sont réels actuellement. Et il y a chaque année de plus en plus de ruptures de barrages. Ici, vous voyez, de 1950 à aujourd'hui, tendanciellement, le nombre de ruptures de barrages de résidus miniers très graves en bleu foncé et graves en bleu clair. Voilà, donc ça veut dire que tendanciellement, il y a 18 ruptures de barrages de ce type par décennie. Tout ça, ça met des limites éthiques à notre extraction de matières premières, mais aussi, quelque part, d'un point de vue de la loi. C'est-à-dire que là, actuellement, on fait ça dans des pays très pauvres. À mesure que ces pays vont s'enrichir, ils vont plus vouloir de l'extraction minière dans leur pays. C'est-à-dire que nous, en France, on veut plus d'extraction chez nous. Et donc, le jour où il y a un certain nombre de pays qui font des moratoires sur l'extraction chez eux, et ça s'est déjà vu, et ben ça va potentiellement faire de moins en moins d'extraction de matières premières, et donc des contractions sur les approvisionnements, en plus de tous les dégâts liés à la santé sur place. 2 millions. C'est le nombre de litres d'eau qu'il faut pour extraire une tonne de lithium dans le salar d'Atacama, au Chili. Les quantités d'eau extraites dans le salar d'Atacama dépassent de 21% ce que les nappes phréatiques peuvent supporter durablement. Et dans le secteur où les 2 mines de lithium et les 2 mines de cuivre puisent l'eau douce dont elles ont besoin, la Direction générale des eaux, un organisme public, a conclu que les droits d'extraction d'eau dont disposent les mines
sont 4 à 5 fois plus importants que les quantités d'eau qui arrivent naturellement dans la nappe phréatique. En plus de consommer beaucoup d'eau, l'exploitation minière pollue des quantités énormes d'eau. Pour mieux comprendre, il est important de savoir que la part de métal présente dans un minerai est en fait assez faible. Par exemple, un minerai de cuivre de bonne qualité contient entre 0,25 et 0,5% de cuivre, et cela tombe à quelques centièmes de pourcent pour l'or. Il faut donc broyer puis enrichir ces minerais. Ces deux étapes produisent des déchets, en partie issus des méthodes d'enrichissement, comme la lixiviation à l'acide sulfurique pour le cuivre ou au cyanure pour l'or par exemple, et en partie issus des roches elles-mêmes, comme le cadmium, le plomb et l'arsenic. Ces déchets peuvent être liquides ou semi-liquides comme les boues. Dans ce cas, elles sont soit rejetées directement dans les cours d'eau, soit stockées dans des énormes bassins. Quand ces bassins ne sont pas imperméabilisés, les produits toxiques qu'elles contiennent peuvent percoler dans les sols et polluer les nappes phréatiques. Parfois, ces bassins craquent et relâchent alors d'énormes quantités d'eau lourdement polluée. Ouais, mais bon, tout ça, ça n'arrive que dans des pays sans aucune conscience écologique. Sans blague. 1998, Espagne, site de la mine d'Aznalcóllar. L'effondrement d'une digue d'un de ces bassins a entraîné le déversement de 7 millions de tonnes d'effluents miniers acides à forte teneur en métaux lourds, polluant 80 km de cours d'eau et contaminant près de 10 000 hectares de terres alentours. Forcément, à chaque étape que je viens de vous décrire, on va générer des quantités de déchets considérables. Alors, c'est d'ailleurs, vous avez ici une citation de Goodland de 2012, c'est d'ailleurs considéré comme la plupart des auteurs comme étant l'une des problématiques les plus importantes de l'industrie minérale, c'est-à-dire la quantité gigantesque de déchets que l'industrie minérale produit. L'industrie minérale, c'est le premier producteur de déchets solides, liquides et gazeux, tous secteurs industriels confondus. Donc, vous avez ici un exemple, c'est la mine de Palabora en Afrique du Sud. La mine à ciel ouvert que vous voyez sur la gauche a été ouverte en 1964. La boule, qui a été représentée par le journaliste Dylan March, représente bon an mal an la quantité de cuivre qui a été extraite jusqu'en 2007. C'est une simulation pour qu'on se rende compte de ce que ça représente. La même boule est représentée sur la droite par rapport à une vue satellitaire du site minier. L'emprise blanche, c'est l'emprise des déchets miniers et des installations de surface. Alors, si on parlait de déchets qui étaient anodins et qui se dégradaient, personnellement, ça ne me poserait pas de problème. En l'occurrence, les déchets, le métal ne se dégrade pas. Une pollution d'aujourd'hui est valable demain. Vous en avez peut-être entendu parler. Dans certaines régions de France, aujourd'hui, on souffre de pollutions qui sont liées à l'exploitation romaine, par exemple. Ce sont des pollutions millénaires et parmi la plupart des métaux, on a des métaux toxiques. Certains vont peut-être vous évoquer quelque chose. On est des très gros générateurs de plomb et d'arsenic, de mercure, un petit peu, pas beaucoup, mais on est quand même des assez bons producteurs de mercure. Peut-être certains connaissent le cadmium, l'antimoine. Ce sont des métaux qui sont toxiques pour toute forme de vie. Il n'y a pas de débat sur la toxicité de ces substances. Parfois, on rejette même ces déchets liquides de façon sous-marine. En 50 ans, dans la ville de Gardanne, l'entreprise Alteo aurait envoyé dans la mer au moins 20 millions de tonnes de boue chargées d'arsenic et de cadmium dans le parc national des Calanques de Cassis. Mais il n'y a pas que les déchets liquides qui posent problème. Lorsque des matériaux minés, tels que les parois de mines à ciel ouvert et des mines souterraines, les résidus du broyage et les déchets rocheux sont excavés, exposés à l'eau et à l'oxygène, des acides peuvent se former si les minéraux sulfurés de fer, en particulier la pyrite, sont abondants et s'il y a une quantité insuffisante de matériaux neutralisants pour contrebalancer la formation d'acide. L'acide, à son tour, lessivera ou dissoudra les métaux et autres contaminants dans les matériaux minés et formera alors une solution acide à forte teneur en sulfate et riche en métal, y compris les concentrations élevées de cadmium, de cuivre, de plomb, de zinc, d'arsenic, etc. Ce phénomène porte un nom, le drainage minier acide, ou DMA. De nombreux cours d'eau affectés par le DMA ont un pH de 4 ou inférieur, similaire à l'acide de batterie. Même avec les technologies existantes, il est virtuellement impossible d'arrêter
le drainage minier acide une fois que la réaction a débuté. Ce DMA est un des problèmes majeurs de l'exploitation minière. Et donc, forcément que gros consommateur d'eau, gros consommateur d'énergie, grande emprise en surface, va être à l'origine de dommages et de dégradations irréversibles. Et j'insiste sur ce point, parce qu'il y a beaucoup de discours qui consistent à dire qu'on peut réhabiliter, dépolluer, etc. Alors, il y a une phrase qui fait partie des 10 commandements de Systex. On ne dépollue pas un site minier. On peut le foutre sous la terre, on peut mettre de l'herbe par-dessus pour essayer de cacher la misère, mais ça ne se dépollue pas. La seule chose, si vous voulez dépolluer, c'est prendre tous les déchets et les déplacer. C'est la seule option qu'on ait. Ce sont des déchets toxiques et on ne peut rien faire d'autre, la plupart du temps. Et comme je vous disais, on a des images d'Épinal et on pense que la mine d'aujourd'hui, elle est beaucoup moins prédatrice, elle est beaucoup moins impactante. Donc j'ai pris 3 cas. Et je n'ai pas voulu aller très loin, parce qu'on va souvent à l'autre bout du monde pour essayer en fait, de dénoncer des pratiques qui seraient inacceptables à l'autre bout du monde. Donc j'ai envie qu'on reste en Europe. Ceci est la première source de gaz à effet de serre en Europe. C'est la mine de lignite de Ambach en Allemagne. Son emprise en 2017 était évaluée à 44 km². On pense qu'elle pourrait s'étendre jusqu'à... Enfin, l'objectif est qu'elle s'étende jusqu'à 85 km². La forêt que vous avez au nord-est, au sud-est, excusez-moi, c'est une forêt primaire. 90% a été détruit et l'objectif, c'est de détruire les 10% restants. La mine a déplacé 5200 personnes. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais au sud, vous voyez 2 villages, sud-est toujours, Morschenich et Mannheim, et la réinstallation est prévue sous peu. On parle encore de milliers d'habitants. Donc ça, c'est une mine d'aujourd'hui. En l'occurrence, elle a ouvert en 1978. Autre exemple, donc ça on va parler de lignite, donc le lignite c'est un charbon pauvre. On peut prendre un autre exemple, le premier producteur mondial de nickel et de palladium au monde. Pareil, on parle beaucoup de nickel, on parle beaucoup de palladium et de platine aussi dans le cadre des technologies à hydrogène, pour ceux qui en ont entendu un petit peu parler. Donc voilà, vous avez ici le site de Norilsk en Russie, ça se situe 400 km au nord du cercle arctique en Sibérie, du cercle polaire pardon, en Sibérie. C'est l'un des plus gros sites miniers de production de ces métaux. Comme je disais, premier producteur mondial de nickel, premier producteur mondial de palladium. Vous avez cette citation que je trouve très inspirante de la NASA, qui disait en fait que ce site industriel produit les émissions de dioxyde de soufre de ce site industriel correspondent davantage aux émissions passives d'un volcan. Il n'y a qu'un seul volcan dans le monde qui émet plus de dioxyde de soufre que Norilsk. Donc il s'appelle Ambrim au Vanuatu. Si vous vous donnez des ordres de grandeur, entre 2004 et 2015, le site de Norilsk émettait chaque année 2 millions de tonnes de dioxyde de soufre, ce qui correspond aux émissions du pays français dans son intégralité. Et donc vous avez des problématiques majeures. Alors tout ce que vous voyez en bleu et en gris, ce sont des déchets miniers, donc ceux dont je vous parlais tout à l'heure, très gros producteurs de déchets. Vous voyez ce qui est écrit en tailing span, donc ça c'est des résidus de la 3e étape que je vous présentais tout à l'heure, la métallurgie. La photo n'est pas manipulée, j'insiste, il n'y a pas de filtre, c'est la vraie couleur. Et c'est justement ce dépôt qui fait à peu près 3 km² d'emprise, qui a une petite tendance à avoir, il a eu un tout petit souci, il a fui. Donc ça, c'est la rivière d'Aldikan, suite à une fuite de ce dépôt rouge que vous voyez. Bon, pour information, pendant longtemps, les observateurs, enfin les exploitants ont dit que c'était tout à fait naturel et qu'il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Bon, finalement, ils sont quand même revenus dessus parce que c'était quand même un petit peu trop visible. Et puis un autre cas qui est toujours en exploitation, une mine qui a été ouverte assez tardivement aussi, dans les années 60. Les géologues l'ont reconnu dans les années 60. C'est la mine de Grasberg, une mine de cuivre-or. Donc c'est en termes de réserve, c'est la première mine d'or au monde et la 3e mine de cuivre au monde. Elle se trouve en Papouasie occidentale, donc en Indonésie. Le site minier, vous ne le voyez pas, il se trouve à 4000 mètres d'altitude. Et là, ce que vous voyez en bas, en fait, c'est la zone qui se trouve en aval. En fait, cette mine, elle fonctionne en ciel ouvert et en souterrain. Et chaque année, elle génère 87 millions de tonnes de déchets. Alors, je vous donne des ordres de grandeur. Vous allez me dire, 87 millions, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et comme on se trouve à 4000 mètres d'altitude, qu'on est dans une zone à forte activité sismique, eh bien, tout le monde s'est mis d'accord pour faire le plus simple possible.
Puisque vous ne savez pas quoi faire de les déchets, jetez-le du haut de la montagne, ça va bien finir par atteindre la mer à force. Chaque année, 87 millions de tonnes. Cette pratique, c'est ce qu'on appelle le déversement volontaire. Ça fait des années que des associations comme Systex demandent que ça s'arrête définitivement. Donc ce déversement volontaire, vous avez une illustration qui est tirée des rapports de l'exploitant. Et vous avez une vue satellitaire. On estime que 250 km² d'eau de surface et souterraine sont pollués désormais. Et on estime que la surface totale impactée par le site, c'est à peu près la concession, c'est-à-dire 2,6 millions d'hectares. Alors vous allez me dire, 2,6 millions d'hectares, ça représente quoi? Ben, ça correspond au territoire belge. Mais l'exploitation minière ne pollue pas que les eaux, elle pollue aussi l'air. En effet, de nombreux producteurs de métaux précieux fondent le métal sur place avant de l'expédier vers les raffineries. En général, l'or et l'argent sont produits dans des fours de fusion qui peuvent produire des niveaux élevés de mercure dans l'air, mais aussi d'arsenic, de dioxyde de soufre et d'autres métaux. L'exploitation minière émet aussi des gaz à effet de serre, dus à sa consommation électrique pour le broyage par exemple, mais aussi aux moteurs diesel des engins. Les mines métalliques génèrent plus de 1 kg équivalent CO2 pour chaque kilo de métal qui est produit. Et cela ne prend pas en compte la perte de l'absorption de carbone par des forêts détruites. Car oui, l'exploitation minière détruit des forêts. Ce n'est clairement pas la première cause de la perte des forêts dans le monde, mais quand même, dans le monde, on recense 1500 sites d'exploitation minière implantés dans des forêts tropicales, et 1800 gisements supplémentaires sont en cours de développement ou à l'arrêt. On estime que l'exploitation minière contribue à hauteur de 7% au recul des forêts. Et je voudrais finir sur autre chose, c'est de dire, quand on parle des limites, eh bien en fait, ce qu'on constate actuellement, c'est que du coup, on a deux variables à prendre en compte. La première, c'est que les teneurs d'exploitation diminuent rapidement et drastiquement sur toutes les substances. Le deuxième enjeu, c'est que les gisements facilement exploitables, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de la surface, ceux qui étaient riches, sont de moins en moins nombreux. Et la troisième même tendance, ça c'est du bonus, je vous la rajoute, c'est que les minerais qu'on exploite sont de plus en plus complexes et complexes et réfractaires. Alors complexe, ça veut dire qu'il y a plein d'imbrications avec plein de petits minéraux et plein d'éléments, donc c'est de plus en plus difficile à traiter. C'est-à-dire qu'il faut mettre de plus en plus de produits chimiques, de plus en plus d'eau, de plus en plus d'énergie, broyer toujours plus fin. Donc c'est cette dynamique-là. Et les minéraux réfractaires, c'est des minéraux qui m'intéressent beaucoup, enfin des minerais réfractaires, c'est des minerais qui sont très intéressants parce que les exploitants sont de plus en plus concernés à ça. C'est-à-dire que les acides, les produits chimiques qu'on mettait jusque maintenant pour récupérer le métal, en fait, on n'y arrive plus. On commence sur certains gisements à avoir des limites. Notamment, par exemple, peut-être que vous le savez, dans l'or, pour l'exploitation de l'or, on suit le même schéma que je vous présentais globalement. Et le problème, c'est qu'il faut aller chercher l'or en toute fin. Et pour aller chercher de l'or, il n'y a qu'une seule substance qui peut aller la récupérer, c'est le cyanure. Le mercure aussi, mais le mercure n'est pas utilisé à l'échelle industrielle. C'est pour ça que je ne parle que du cyanure. 80% de la production d'or dans le monde repose sur de la cyanuration. On cyanure, on met du cyanure pour aller récupérer l'or. Et bien de plus en plus, on se retrouve avec des minéraux où l'or n'arrive même plus à être récupéré par le cyanure. Pourtant, le cyanure, c'est costaud. Donc c'est pour vous donner un peu ces évolutions-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les chercheurs qui sont spécialisés sur ces questions, pour ceux que ça intéresse, MUD, si vous en avez entendu parler, Norgate, Valenta et al., enfin il y en a pléthore, ça fait plus de 30 ans qu'ils disent attention, et ça fait plus de 30 ans, ils disent attention, plus le temps avance, plus les teneurs diminuent, plus les impacts augmentent. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus c'est compliqué pour les miniers d'exploiter des métaux. Donc on est toujours en train de repousser les limites. On va de plus en plus profondément dans la terre. Les mines les plus profondes, elles se trouvent en Afrique du Sud, elles sont à 4 km de profondeur. Heureusement que c'est de l'or, sinon ce ne serait pas rentable. Donc on va de plus en plus profond. On exploite des minerais qui sont de plus en plus compliqués sur des échelles de plus en plus grandes. Et ce que disaient ces chercheurs, c'est de dire plus le temps va avancer et plus la consommation d'eau va augmenter, plus la quantité de réactifs va augmenter, plus la quantité d'énergie nécessaire à l'exploitation de ces métaux va augmenter. Et vous avez des courbes qui sont exponentielles, mais vraiment exponentielles. Et en parallèle de ça, donc ça c'est les prévisions qui avaient été faites et elles se remarquent puisque du coup, vous voyez ici à gauche
une étude donc du groupe international sur les ressources, l'International Resource Panel, un groupe d'experts international sur les ressources, qui avait simplement regardé une toute petite période à l'échelle de l'humanité, 2000-2015, donc sur uniquement 15 ans. Et vous voyez, donc ils avaient regardé, alors c'est bien sûr, c'est schématique, il y a des ordres de grandeur, c'est des modèles, mais intéressons-nous quand même aux conclusions. C'est qu'en fait, vous voyez une augmentation massive des impacts. Et cette augmentation, elle est liée au phénomène que je viens de vous décrire, c'est-à-dire plus le temps avance, plus ça va être compliqué d'aller chercher des métaux, parce que là, on commence à arriver à des limites physiques. Aujourd'hui, on va chercher de l'atome d'or. Alors moi, je veux bien que vous me demandiez d'aller chercher en dessous de l'atome d'or, mais je vous répondrai qu'il n'y a rien en dessous de l'atome, puisqu'on va déjà chercher des atomes. Donc il y a des limites physiques, et c'est ces limites physiques qui vont induire une croissance exponentielle, comme je vous le disais, des impacts. C'est inévitable, tout le monde le sait. Et on commence déjà à voir l'évolution, donc il y a ce phénomène-là, et le phénomène assez logique de on augmente la production. Donc si vous avez un impact qui a une unité 1, vous doublez la production, l'impact a une unité 2. Donc contrairement, et on n'arrive pas à infléchir la courbe, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire dans beaucoup de discours, je dis certains, mais je devrais dire beaucoup, dans beaucoup de discours qui sont extrêmement rassurants pour dire mais non, maintenant on a des technologies révolutionnaires, etc. Et on va réussir à diminuer la tendance, c'est l'inverse qui se produit. On accélère les impacts dans l'activité minière. Et pourtant, Dieu sait, je viens de vous le montrer, que c'était pas brillant jusqu'alors. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que comme on a des difficultés d'accès au gisement, on va aller dans 3 grandes zones. Donc là, je me base sur les travaux de Zunter et al. On va aller dans 3 grands types de zones. On va aller dans des zones qui sont les zones protégées pour les populations autochtones et les peuples tribaux, dans des zones qui sont déjà occupées, urbanisées, aménagées, et dans des zones à forte valeur écologique. Et c'est ainsi que Zunter et al., à partir d'un peu plus de 62 000 sites miniers, soit fermés, soit en opération, soit à venir, en projet, ont démontré en fait que la mine actuellement, là, elle impacterait 50 millions de kilomètres carrés et qu'il y a entre 10 et 15% de ces mines qui sont soit sur des aires protégées, soit sur des zones naturelles, soit sur des réserves clés de la biodiversité. Et donc et je vous incite vraiment, pour conclure cette partie, à vraiment réfléchir à cette citation. Cette citation, elle nous dit à tous, donc on s'en souviendra collectivement, que Zunter et al. L'avaient dit en 2020. Ils avaient dit que compte tenu des projections pour les énergies renouvelables, les véhicules électriques, etc., qu'on s'attend, et ça pourrait, alors là pour l'instant il y a juste un mais, ça pourrait dépasser ça pourrait surpasser, les impacts en fait pourraient surpasser ceux qu'on avait essayé d'éviter sur le changement climatique en faisant justement appel aux technologies dites renouvelables, aux véhicules électriques, etc. C'est-à-dire que la pression minière est telle pour répondre aux objectifs de « il faut des véhicules électriques, il faut de l'électrification, il faut des dispositifs numériques, il faut », derrière, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force, ce que disent Zunter et al., c'est que les impacts de la mine pour répondre à ces injonctions risquent d'être supérieurs aux effets qu'on avait justement essayé d'éviter en faisant appel à ces technologies.